Bonjour Stéphanie, ravie de vous recevoir. Vous êtes animatrice régionale pour Particulier Emploi, le site de l'emploi à domicile. Et Tout nous à fait. allons parler ensemble des modes d'accueil, des modes de garde, comme on dit généralement. Mais on parle plutôt, nous, de modes d'accueil parce qu'on accueille l'enfant. Alors, ravie de vous accueillir Stéphanie. Mais merci à vous, Valérie. Alors, pour tous nos internautes, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous envoyer un petit message. On répondra à vos questions personnalisées du mieux qu'on pourra en direct. Et avant tout, Stéphanie, est-ce que vous pouvez me rappeler me présenter les différents modes de garde? Alors, les différents modes de garde ou d'accueil, du coup, il y a tout ce qui est en crèche, donc des structures qui sont gérées par des professionnels. Elles peuvent être publiques, privées, ça peut être des micro-crèches ou des crèches parentales. On a également tout ce qui va être ce qu'on appelle les jeunes filles au pair, qui sont en fait des personnes qui viennent d'un pays étranger, qui vont venir aider à votre domicile pour aider au quotidien pour les enfants. Ces deux modes d'accueil-là, nous, on ne va pas trop en parler parce que ça n'entre pas dans le cadre de l'emploi à domicile, tandis que les assistants maternels, donc des salariés qui s'occupent de vos enfants à leur propre domicile, et les gardes d'enfants à domicile. Donc là, les salariés qui présentent, enfin, qui gardent vos enfants à votre domicile à vous, par contre, là, c'est vraiment les deux modes d'accueil sur lesquels on va s'appuyer aujourd'hui. Alors, on peut peut-être déjà rappeler qu'il n'y a pas de bon ou mauvais mode d'accueil, que Tout à chaque fait. mode d'accueil a ses avantages et ses inconvénients, et que c'est un choix qui est personnel en fonction de ses contraintes personnelles, d'habitation, de disposition de crèche à domicile, pas à domicile, Mm, mm. d'horaire de travail, d'adaptabilité d'un mode de fonctionnement, d'accueil par rapport à un autre et que dans le cadre du développement de l'enfant, il n'y a pas un plus ou un moins dans un mode d'accueil. Tout à fait, c'est ça. Après, il faut voir aussi, comme vous le disiez, selon les contraintes, selon les besoins. Ce qui est essentiel, c'est vraiment de bien identifier ses besoins. On a un panel d'accueil qui est assez large, donc un panel qui peut répondre aux besoins de chacun. Alors, petite question, à partir de quand il est conseillé de se poser la question, ben, je suis enceinte, il y a un moment donné, je vais reprendre une activité professionnelle parce que c'est mon choix. Quand est-ce que je commence à réfléchir à ces questions par rapport à mon organisation personnelle, mes besoins, mes valeurs? Alors ça va dépendre de justement votre organisation. Après, ça va dépendre aussi des territoires. Là où il y a un gros panel d'offres qui est à pourvoir ou pas. Mais je pense que à partir du cinquième, sixième mois, on peut déjà commencer à réfléchir pour ensuite être le plus serein possible. Alors, Particulier Emploi, c'est le site internet qui vous permettra d'avoir les réponses à toutes vos questions sur tout ce qui concerne l'emploi à domicile. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Stéphanie? Oui, bien sûr. Alors, Particulier Emploi, en fait, est un guichet d'information qui va permettre aux employeurs ou aux salariés d'avoir des réponses à leurs questions sur l'emploi à domicile. Donc, ça peut être aussi bien sur un employeur qui va se poser des questions sur le contrat de travail, sur les formalités liées à l'embauche, ou comment on fait, par exemple, pour les congés payés, comment ça se passe. Donc, on va être là vraiment pour accompagner donc, les particuliers employeurs, les salariés, leur entourage, donc ça peut être aussi les aidants. Euh, et du coup, ça va vraiment être les accompagner tout au long de leur relation de travail pour qu'elle soit la plus sécurisante et la plus sereine possible. On va aussi accompagner et informer les salariés sur tout ce qui est formation, prévoyance, retraite, etc. Alors, on peut peut-être rappeler que particulier emploi, c'est tous les emplois à domicile. Donc là, évidemment, on parle de l'accueil de l'enfant, mais ça peut être aussi un emploi à domicile autre pour une personne âgée, pour une aide quotidienne ou ménagère, quelle qu'elle soit.
le parent devient employeur, il ne faut pas que ça fasse peur, ce mot employeur. Non, alors il faut pas, effectivement, il ne faut pas que ça fasse peur. C'est parce que de toute façon, le particulier emploi, de toute façon, sera là vraiment pour accompagner tout au long de la relation de travail. Et il y aura également la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France, qui sera, vers qui on orientera si il y a des questions un peu plus juridiques ou autres. Voilà, on peut retrouver toutes les informations, les matrices de contrat, les informations, il y a des foires aux questions de manière importante, etc. Et puis tout ce qui est déclaration et autres, maintenant nous avons des applications qui aident énormément au quotidien. Donc il ne faut pas avoir peur de se dire mon choix prioritaire par rapport à mes contraintes personnelles sont l'assistante maternelle, mais oh là là, je ne veux pas rentrer dans ça, c'est trop compliqué, surtout pas. Non, 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 surtout pas. Encore une fois, notamment pour la déclaration, il y a le service Page Emploi ou CESU, mais la Page Emploi, qui est en fait un service des URSSAF qui va vraiment simplifier la déclaration au maximum. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur. De toute façon, encore une fois, particulier emploi, on est là pour répondre à toutes les questions. Donc, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Parfait. Alors maintenant qu'on a levé ce doute-là et qu'on sait que c'est simple et que vous êtes à notre côté pour nous aider dans toutes les démarches et que c'est pas compliqué parce que tout est cadré, tout allait, on va plus parler du coup des emplois familiaux auprès des enfants. Alors on a dit tout à l'heure assistante maternelle et garde d'enfants à domicile. On va commencer d'abord par les assistants maternels parce que ils sont peut-être pas très nombreux les hommes, mais il y en a peut-être Mais quelques-uns. il y en a, il y en a, bien sûr. Donc oui, les assistants maternels. Donc en fait, ça va être, on va plus employer le terme de nounou par exemple. C'est ce qui parle le plus en général. Donc ça va être une personne qui va garder un enfant ou plusieurs enfants de familles différentes et qui va les garder à son propre domicile. Donc pour cela, elle doit avoir un agrément et du coup, le particulier, enfin le parent employeur en l'occurrence, doit vérifier aussi que le salarié a bien son agrément. Quelles sont les conditions d'obtention de l'agrément? Euh, alors là, ça, je les ai plus en tête, mais il n'y a pas de souci. Après, je pourrais revenir vers vous sur le chat pour tout En fait, réexpliquer. elles font une formation Oui, donc pendant la quelques formation, c'est jours. 80 heures de formation. Après, il y a 40 heures qui doivent être faites dans un laps de temps, mais c'est ce laps de temps que j'ai un petit trou de mémoire. Mais voilà, Il y a une visite à domicile qui est effectuée par les services de manière à valider que justement le lieu d'accueil pour l'enfant est sécurisé aux tout normes à fait. et que tout est prévu par rapport à la réglementation. Donc, par rapport aux parents, on peut dire que l'agrément est un système d'obtention, de validation, comme quoi Oui, l'accueil de l'enfant peut se faire de manière en bonne sécurité. tout à fait. Donc, les assistantes maternelles, elles reçoivent l'enfant à domicile. Elles C'est ont un ça. agrément pour un ou plusieurs enfants. Et donc, par contre, la garde d'enfants à domicile, elle, c'est chez elle. C'est ça la C'est distinction? ça. Donc là, ça va vraiment être là la différence, que en fait, donc il y a différents métiers pour les gardes d'enfants à domicile, mais là, ça va être vraiment au domicile du parent. Et donc, comme je le disais, ça peut être des métiers comme babysitter, garde d'enfants ou employé familial auprès des enfants. Il y a aussi la distinction pour tout ce qui est garde partagée qui rentre dans ce cadre-là avec, en fait, c'est juste un salarié qui va garder des enfants de deux familles différentes de façon alternative chez la famille A, on va dire, et chez la famille B. Mais ça rentre dans le cadre de la garde d'enfants à domicile. Et dans ce cas de la garde d'enfants à domicile, est-ce que pour les parents, il y a des agréments, des repères, des choses qui permettent de voir la qualité de l'accueil? Donc, pour tout ce qui est garde à domicile, c'est ça? Ça Oui, a un petit peu coupé, j'ai pas. oui, D'accord. bah, pour tout ce qui est garde à domicile, pardon.
Alors bah là, ça va plutôt être, bah, il va y avoir un entretien qui va avoir lieu donc, au domicile des parents. Et je pense que comme on est vraiment dans l'aspect aussi humain, je pense que ça va surtout être au niveau du feeling lors de l'entretien, savoir si ça va bien se passer. Après, bien sûr, il y a toutes des démarches administratives où il va falloir vérifier l'identité du salarié, avec notamment le numéro de sécurité sociale. Mais voilà, je pense que c'est vraiment identifier les besoins, dire comment on voit les choses, ne pas avoir peur à dire tout ça pour avoir un échange le plus complet possible et se fier aussi un peu à son ressenti. C'est très important lorsqu'on fait ce choix de garde assistante maternelle ou garde à domicile, de bien être clair, de bien échanger sur la manière dont on envisage l'accueil de l'enfant, son évolution, son accueil tous les jours, son rythme, parler de certaines choses, parler de la Mm, présence des écrans, par exemple. On sait que les écrans sont vraiment interdits jusqu'aux 3 ans parce qu'on a une une action sur le développement neuronal du bébé. Donc vraiment parler avec la personne qu'on a en face de soi pour vérifier qu'elle voit les choses de la même manière, c'est vraiment un gage de réussite. Oui, je pense, enfin, vraiment, après, on a tous une certaine vision des choses, donc elles sont toutes bonnes à prendre, mais voilà, ça permet vraiment d'avoir une sécurité et un gage de réussite, comme vous le précisez. Est-ce que tous ces éléments-là, on les fait figurer au contrat? On est exigeant sur un élément par rapport à l'accueil de l'enfant, etc. On veut vraiment que ça soit très clair. On le fait figurer au contrat ou on en parle simplement en amont pour valider que les personnes sont bien en accord avec nous. Quel est Alors, votre conseil? après, sur le contrat, effectivement, on peut, pour sécuriser au maximum, on va mettre un maximum de choses, justement. Mais voilà, enfin, après, il existe pardon, des formes de contrat types. Après, à vous de rajouter ce qui vous semble nécessaire d'ajouter. Si ça peut sécuriser encore plus, il y a pas de problème. De toute façon, on aborde absolument tous les points. Oui, C'est hyper important de suivre leur trame du contrat, de parler de tous les points qui nous paraissent importants pour pas que ce soit des éléments d'incompréhension qui jouent de manière négative mm, avec mm. la relation de travail avec notre employé. Oui, c'est ça. Enfin, encore une fois, on est vraiment sur le fait d'éviter tout ce qui est malentendu ou des choses qu'on n'a pas comprises. Voilà. C'est vraiment histoire de sécuriser au maximum la relation de travail. Est-ce qu'il y a des règles, des choses à respecter côté employeur? Alors, pour l'employeur, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a tout ce qui est agrément pour les assistants maternels à vérifier. Vérifier l'identité du salarié pour le garde d'enfant. Pour le garde d'enfant aussi, ce qui est important, c'est de vérifier que son assurance habitation couvre l'emploi à domicile d'un salarié, dans le sens où le particulier est responsable dans son logement. Ensuite, il y a, enfin, si on entre vraiment dans le cadre du contrat, il y aura effectivement des salaires minimums à respecter. Donc pour les assistants maternels, alors je vais reprendre mes notes parce que les chiffres, je les ai plus tout à fait en tête, c'est 2,85 € de l'heure brute. Donc à ça s'ajoute l'indemnité d'entretien et les frais de repas. Et pour les gardes d'enfants à domicile, on sera sur un salaire de 10,13 € brut horaire. Alors, tous ces tarifs-là, évidemment, c'est des règles minimum, mais elles peuvent C'est des règles évaluer minimum. en fonction des régions, en fonction de l'offre et de la demande. J'imagine que, évidemment, ça peut être au-dessus. Ça peut être au-dessus. Après, là, on est vraiment sur du minimum, mais effectivement, ça peut être au-dessus. Ça dépend des éléments, enfin, de vos territoires. S'il y a beaucoup, comme vous le disiez, d'offres ou de demandes,
Voilà, tout ça, c'est là, on est vraiment sur du minimum légal. D'autres règles à respecter, d'autres éléments clés à valider? Alors, dans les deux cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'on partira toujours sur un contrat à durée indéterminée. Ça, c'est une première chose. Alors, le contrat à durée déterminée est faisable, notamment pour les gardes, enfin, est faisable, mais il y a un formalisme très, très particulier. Du coup, c'est assez complexe. On le gardera vraiment, par exemple, pour des contrats de remplacement. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont importantes de savoir. Il y a également le fait que sur les assistants maternels, il y a la possibilité, avant de signer le contrat, de faire ce qu'on appelle un engagement réciproque. C'est la possibilité, en fait, enfin, c'est une signature de contrat entre les deux parties qui permettent, alors j'aime pas trop le terme, mais entre guillemets, on va dire, de réserver sa nounou. Et pour l'assistant maternel, ça permet de se garantir un emploi. Donc ça peut, par exemple, on commence à faire des recherches en juin pour la rentrée de septembre. Et du coup, on se rencontre, etc. On fait les entretiens et du coup, ça permet de sécuriser aussi pour tout le monde. Ce qui est important aussi dans le contrat, c'est de faire figurer une période d'essai. Effectivement, la période d'essai ne se présume pas et il faut impérativement qu'elle soit inscrite dans le contrat. Là, on est voilà, parce que si ça ne fonctionne pas, c'est plus simple aussi pour imaginer la rupture de contrat. Allez-y, Stéphanie. Dans cette période d'essai, notamment pour les assistants maternels, il y a également la possibilité d'inclure une période d'adaptation qui permet voilà, aux deux, notamment à l'enfant, de pouvoir s'adapter à la nounou. Et puis voilà, j'ai fait. Oui, ce qui a une petite précision, pour les assistants maternels, on a un contrat par enfant. Donc, il peut y avoir une fratrie, mais dans ce cas-là, ce sera bien un contrat par enfant et non par famille. Tandis que pour la garde à domicile, ça sera plutôt un contrat par salarié. Alors, on a validé tous ces éléments-là, on s'est mis d'accord sur le nombre de semaines, sur les jours de congé, sur comment garder l'enfant, pas garder l'enfant. On rappelle qu'on est engagé contractuellement par Oui, rapport à une durée. Et donc, si jamais on est disponible, qu'on veut garder dans son enfant, pas de souci, mais on doit la journée quand même prévue comme initialement à l'assistante maternelle. On ne peut pas se désengager comme ça. On a fixé un volume de semaines en amont. On ne peut pas se désengager comme ça parce que forcément, c'est une perte d'emploi, une perte de salaire pour l'assistante maternelle. On a tout bien fait et puis finalement, ça ne se passe pas si bien que ça. Et comment on fait pour rompre un contrat en CDI? Quelles sont les modalités? Quels sont les délais? On nous pose que la question. d'accord. Alors, donc, dans le cas d'un assistant maternel, donc on va parler, après ça dépend à l'initiative de qui se fait la séparation. Donc, pour les assistants maternels, on va parler de retrait d'enfants. Pour donc un retrait d'enfants si c'est à l'initiative des parents et une démission pardon, si c'est à l'initiative du salarié. Alors, je ne sais pas si du coup, il y a une question. J'imagine que c'est d'abord le retrait des parents. Ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Alors, dans ce cas-là, donc on va effectivement parler de retrait d'enfants. Pardon, je perds un peu mes mots. Donc là, sur le retrait d'enfants, donc il y a le retrait qui est pas du tout à être motivé, pardon. Alors il me semble que c'était au niveau de la procédure, enfin des. Voilà, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la procédure? On veut retirer notre enfant, le CDI se passe mal, il y a des délais, il y a des formalismes à respecter, j'imagine, comme tout contrat de travail de Oui, CDI. oui, oui, tout à fait. Donc en fait, ce qu'il faut d'abord faire, c'est envoyer une lettre en recommandé avec accusé de réception.
à partir de la date de première présentation du courrier, donc au domicile du salarié, c'est là qu'on fixe le préavis de départ. Est-ce que le préavis de départ, il est déjà prévu contractuellement? Il a une durée Alors, minimum? ça dépend en fait de l'ancienneté du salarié. Si ça fait moins d'un an, on sera sur 15 jours calendaires et plus d'un an, on sera sur un mois calendaire. Ok. Donc, du coup, on n'a pas besoin de motiver, vous nous avez dit se recommander. On envoie Voilà. le recommandé, on informe par, j'imagine, il y a d'abord eu une discussion avec Oui, l'assistant maternel pour parler des problèmes, etc. On est arrivé à un point de rupture, du coup, on doit envisager cette solution. On envoie le recommandé avec accusé d'inception, on calcule le délai de préavis en fonction de l'ancienneté de l'assistant maternel. Et ensuite, il y a une déclaration particulière à faire au niveau de formalisme ou c'est bon, c'est terminé. mais alors après, du coup, au dernier jour de travail, il faudra remettre le solde de tout compte, qui en fait va comprendre le dernier salaire, la régularisation en cas d'accueil en année incomplète, et puis Les congés l'indemnité. payés. Voilà, c'est ce que j'allais dire, l'indemnité de congé payé et l'indemnité de rupture. Et puis, si c'est l'assistante maternelle qui décide d'arrêter, qui démissionne, est-ce que j'ai des recours? Je me retrouve sans solution d'accueil. Comment je fais? Est-ce que j'ai droit Euh, aussi à un préavis? oui, oui, il y a effectivement, donc là, si on part sur une démission, il y a effectivement un préavis qui sera identique au retrait d'enfant, pardon. Par rapport aux durées de travail, quelles sont les durées de travail classiques d'une assistante maternelle et d'une garde à domicile? Elles sont sur les mêmes types de contrats? Alors, sur un temps plein, une durée normale de travail pour une assistante maternelle, on sera sur une durée de 45 heures. Pardon, une durée de 45 heures. Pour les gardes d'enfants à domicile, on sera sur une durée de 40 heures. Donc, à cela, on peut ajouter des heures complémentaires ou des heures majorées. Donc, des heures complémentaires, ça va être les heures. Donc, par exemple, on a un contrat qui est de 35 heures et on demande aux salariés de travailler 2 heures en plus. Donc là, on ne dépassera pas les 45 ou les 40 heures. Et dans ce cas-là, ça sera considéré comme des heures complémentaires qui ne seront pas majorées. Tandis que pour les assistants maternels, au-delà, si on demande de faire des heures au-delà de 45 heures, on parlera d'heures majorées. Donc, dans ce cas-là, c'est une négociation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut également prévoir au contrat. C'est une négociation entre le salarié et le particulier. Mais la FEPEM, donc la Fédération des particuliers employeurs, préconise de faire une majoration de 10%. Tandis que pour les gardes d'enfants à domicile, donc on parlera d'heures supplémentaires d'heures supplémentaires qui seront majorées donc pour la 41e et la 48e heure, on sera sur une majoration de 25%. Et au-delà de la 49e heure, on sera sur une majoration à 50%. Donc ça peut être soit rémunéré, soit récupéré. Quand on parle d'horaire de travail, est-ce que toutes les heures s'équivalent de la même manière? Il y a des horaires de nuit, il y a des heures de jours fériés qui sont comptés doubles ou c'est la base du contrat de travail et les horaires qu'on aura définis en amont, on pense voilà, aux hôtesses de l'air, aux infirmières, etc., qui peuvent avoir des horaires très tôt ou pendant la nuit. Est-ce que tous les horaires sont équivalents? Alors, euh, il y a ce qu'on appelle la présence de nuit, donc, par exemple. Donc là, c'est l'employeur qui oblige le salarié à dormir au domicile. Donc là, les présences de nuit,
en fait, il y a une indemnité forfaitaire qui est à noter au contrat, hein, et qui est alors c'est 1/6 du salaire conventionnel, donc au minimum. Après, encore une fois, moi je parle de minimum légaux. Et pour les gardes d'enfants également, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle de la présence responsable. Donc là, la présence responsable, ça va être le salarié qui va pouvoir vaquer à ses occupations tout en étant vigilant à intervenir si besoin. Donc juste pour prendre un exemple, ça va être l'enfant fait la sieste, donc le salarié reste au domicile, il peut, je ne sais pas, regarder la télé ou lire, et à partir du moment où l'enfant se réveille, forcément, il s'occupe de lui. Donc c'est pareil, c'est des choses qui sont à prévoir au contrat, notamment sur le nombre d'heures. Et là, en fait, pour la rémunération, ça représente 2/3 d'une heure travaillée. Tout ça, ces données-là, on peut les retrouver sur Particulier emploi. On peut aussi dire qu'il y a des aides financières par rapport à l'emploi à domicile et il y a une fiscalité avec un crédit d'impôt à 50%. Est-ce que vous pouvez, en conclusion, nous en dire un petit mot sans forcément rentrer dans le détail parce que c'est évidemment en fonction de chaque situation Oui. personnelle et de revenus par rapport à… Voilà, il y a quand même un système en France qui aide et qui soutient l'accueil des enfants à domicile. Oui, tout à fait. Donc, il y a la prestation d'accueil du jeune enfant. Donc là, ça va être, comme vous disiez, c'est selon les ressources, pardon, selon les ressources et l'âge de l'enfant. Donc, il y aura la possibilité d'avoir une partie de la rémunération qui sera prise en charge et 100% des cotisations pour les assistants maternels. Pour les gardes d'enfants, ce sera une prise en charge des cotisations à 50%. Et comme vous l'aviez dit également, il y a le crédit d'impôt, donc qui permet d'être remboursé de 50% des dépenses qui ont été effectuées. Donc, il y a des plafonds à respecter. Donc voilà, il y a cette possibilité d'être financière avec le crédit d'impôt, donc à 50% des dépenses engagées. Alors, pour conclure, je dirais peut-être que l'emploi à domicile et l'assistante maternelle, c'est aussi, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et ces personnes font vraiment partie du village qui permettent à l'enfant d'évoluer, de se développer. Lors de différents lives, j'avais déjà évoqué, moi, la nounou de mes filles qui sont toujours, alors qu'elles sont majeures toutes les deux, invitées aux grandes occasions. Donc, ça fait partie vraiment du village et c'est une relation qui est très importante encore pour elle en étant jeune adulte et qu'il est important de bien se parler, de bien communiquer pour bien créer les fondations d'une belle aventure qui peut être vraiment un soutien au niveau de l'organisation parentale tout au long de l'évolution des enfants. On vous remercie Stéphanie pour toutes ces informations. On vous invite vraiment à aller sur les pages exposants pour toutes les particuliers emplois et une page exposant et connecter avec vous peut vous répondre à toutes vos questions personnalisées. Donc, vous avez une problématique sur l'accueil, sur vos contrats, avec votre assistante maternelle, votre garde à domicile. Vous n'hésitez pas à rentrer en contact avec un conseiller sur la page particulier emploi et à le faire de manière générale avec tous les exposants qui sont là pour répondre à vos questions personnalisées et vous faire découvrir tous leurs services. Merci à tous. Merci Stéphanie et au plaisir. Merci à vous, merci à tous. Au revoir.